Bonjour, vous écoutez Gainsbourg Icône, un podcast de la rédaction de Vanity Fair. Dans cet épisode, nous allons vous parler des premières années de Serge Gainsbourg et comment il a trouvé sa voix et son nom. Pour cela, nous sommes avec Christophe Comte, Philippe Azouri et Pierre Grospeau. Et pour commencer, peut-être Christophe, vous qui avez écrit un papier dans le numéro de Vanity Fair de février sur justement les premières années de Serge Gainsbourg et sa façon de démarrer dans ce milieu et de commencer son travail. Qui était-il exactement quand il commence ? Quelle est la première apparition finalement ? Alors, il y a eu des apparitions diverses. Les toutes premières qui restent vraiment totalement anonymes, c'est quand il a commencé à accompagner son père, qui était musicien, un musicien de musique légère qui jouait dans des cabarets. Et bizarrement, Gainsbourg, au départ, enfin Serge, qui s'appelait Lucien Ginsberg à l'époque, l'a accompagné à la guitare. On n'imagine pas Gainsbourg à la guitare, mais enfin, ses premiers pas musicaux sont à la guitare, probablement dans un cabaret vraiment anonyme. Et à l'époque, il a commencé probablement à écrire des chansons. Il en a déposé certaines à la SACEM. On est au milieu des années 50. Et il a cette frustration de ne pas avoir eu un peu la destinée qu'il avait imaginée, qui était celle d'être un peintre. Pour se différencier finalement de son père, qui lui était un musicien, et il voyait que son père ne vivait pas de la musique. Finalement, il était un musicien anonyme, et lui avait ambition d'être un peintre. Et finalement, il s'était mis à la musique un peu par nécessité, parce que son père lui avait dit que la peinture était sans doute pas une voie bénéfique. Et donc du coup, il s'était mis vraiment à la musique avec des dispositions quand même pour le piano, etc. Et donc, il commençait à jouer, et très, très vite, parce que je pense qu'il avait quand même un don assez imposant d'emblée, il a commencé à écrire des chansons, à la fois pour lui, mais en prétendant les offrir à d'autres. Et puis, il a déposé certaines chansons en 54 à la SACEM, qui des années plus tard ont été quand même chantées par Juliette Gréco. Donc, c'était pas non plus n'importe quoi. Et donc, ses débuts véritables, disons, où là, on l'a un peu vu, c'est dans un cabaret qui s'appelait Madame Arthur, qui était un cabaret à Pigalle, un truc pas forcément très bien, voilà, c'est pas un cabaret très chic, dans lequel il a remplacé son père, qui avait joué 8 saisons, donc c'était vraiment très long. Le père a été exténué, je crois, et au bout d'un moment, il lui a filé le tabouret. Et ils étaient trois. C'était une configuration assez singulière, parce qu'il y avait Gainsbourg au piano, un batteur et un violoniste saxophoniste. Oui. Donc, il faisait plutôt du jazz et plutôt des reprises ou des standards. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est un peu fait la main et qui s'est fait un peu remarquer, mais de manière vraiment, voilà, on le voyait parce qu'il avait une tête assez, voilà, assez remarquable. Je pense que les gens le prenaient un peu pour un type un peu bizarre, pas forcément fréquentable. Et de fil en aiguille, parce que il avait cette dextérité de faire plusieurs répertoires, il s'est retrouvé dans un autre cabaret qui s'appelait Miller-Larsouille. Et là, malgré le nom Miller-Larsouille, qui paraît être un nom, en fait, c'est un cabaret assez chic dans lequel venaient les vedettes de cinéma, venaient des gens qui étaient plutôt des gens du milieu intellectuel de la rive gauche, etc. Et Gainsbourg était accompagné d'une chanteuse qui s'appelait Michel Arnaud, qui était une vedette de l'époque, enfin une petite vedette de l'époque. Et à cette époque-là, il était encore accompagnateur. Et un jour, il a eu une sorte de révélation christique en voyant Boris Vian, qui est venu jouer chez Miller-Larsouille. Et là, il a vu ce type qui lui ressemblait, en plus, qui était un type longiligne, blafard, avec une tête coupée au couteau, et qui chantait des trucs quand même hyper modernes, des textes voilà, qu'on connaît de Boris Vian. Et là, il s'est dit, bon, bah, si lui arrive à monter sur scène avec cette tronche-là, avec ce répertoire-là, pourquoi pas moi ? Et donc là, il a commencé à croire un peu en lui. Mais c'est surtout Michel Arnaud qui a vraiment été une bonne fée pour lui, qui l'a amené à proposer ses chansons, à les faire connaître. Et très, très vite, finalement, à partir de la fin des années 50, avant que lui-même ait un contrat discographique, les gens ont commencé à chanter ses chansons. Michel Arnaud en a chanté. Et parmi les chansons qu'il avait, et qui lui avaient sans doute été inspirées à la fois par Boris Vian et probablement aussi par sa propre situation de type qu'on croise et qu'on ne regarde pas, il y avait le Poinçonneur des Lilas.
Et cette allégorie du type qui est dans le métro, qui à l'époque poinçonne les tickets de métro et qui rêve d'aller à Miami, se la couler douce, c'était un peu le sien. C'est-à-dire que son Miami à lui, c'était d'aller dans la lumière, quoi. Et donc, du coup, grâce à cette chanson qui va être reprise à l'époque par les frères Jacques, le quatuor burlesque des frères Jacques, commence à avoir un nom. Et donc là, comme il a un répertoire qui commence à s'étoffer, il y a un directeur très important de label qui s'appelle Jacques Canetti, qui à l'époque est directeur des disques Philips, qui l'approche pour lui faire signer un contrat discographique et qui est à la fois, ce qui est assez génial, c'est que Canetti, à l'époque, qui avait tout compris de ce milieu, était à la fois propriétaire des Trois Baudets, il avait une maison d'édition. Donc, d'un coup, Gainsbourg se retrouve dans un environnement où il est pris en charge d'une certaine manière par quelqu'un qui est très important dans le milieu du disque. Et donc, il va commencer comme ça à enregistrer ses premiers 25 centimètres. Pierre Groppo, vous avez un peu travaillé sur la façon dont Gainsbourg est devenu Gainsbourg, c'est-à-dire comment il a changé de nom. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est fait et à quel moment Lucien devient Serge ? Ça se passe à peu près à la même période. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est l'arrivée presque un peu tardive de Serge Gainsbourg dans ces années 50, alors qu'il s'est un peu cherché avant, qu'il a fait de la peinture, qu'il a aussi beaucoup accompagné son père enfant avant la guerre dans les cabarets où son père se produit, et souvent d'ailleurs dans des destinations un peu chic de l'ouest de la France, du Cabourg, du Deauville, où il en prend un peu plein les mirettes en voyant c'est avant les congés payés, donc il dit lui-même qu'il y a que des riches, quoi, donc des femmes très élégantes, des belles voitures, tout ça l'impressionne un peu. Serge Gainsbourg, ce qui est intéressant, c'est il n'est pas que Serge Gainsbourg, il naît Lucien Ginsburg, et il va changer de nom, comme disait Christophe, à peu près à la moitié des années 50. D'ailleurs, les premiers textes déposés à la SACEM sont déposés sous le nom de Julien Gris, qui serait peut-être un clin d'œil à Stendhal. Faut pas oublier que Gainsbourg, c'est un type qui est quand même pétri c'est presque un homme du 19e siècle, au sens où il est pétri de littérature française très classique, de peinture également très classique. Il y a des vidéos où on le voit traîner seul dans les couloirs du Louvre qui sont absolument hallucinantes. Et en changeant 2 fois de nom, il tourne le dos à un passé qui me semble avoir été à la fois très compliqué et très difficile. Et une manière aussi de Gainsbourg, ça va être quelqu'un qui vient de l'Est. Ses parents sont des immigrants juifs venus de la Russie, dans une espèce d'odyssée improbable à travers Saint-Pétersbourg, Moscou, l'Ukraine, qui arrive à Marseille. Et ce passé-là, finalement, Gainsbourg va jamais vraiment l'assumer, même si en s'appelant Serge, il dira qu'il s'appelle Serge parce qu'il y a quelque chose de russe là-dedans. Il regarde systématiquement, pour moi, vers l'Ouest, c'est-à-dire vers les rythmes de musique américaine au début. Il y a le Londres, évidemment, qu'on voit très bien avec Jane Birkin. Il y aura la Jamaïque ensuite. Et je pense qu'il enterre aussi probablement un petit garçon qui a beaucoup souffert, parce que ce petit Lucien Ginsburg, à qui il y a une anecdote amusante, il habitait dans le 9e, un jour il croise Fréhel, cette espèce de chanteuse réaliste qui était devenue obèse, un peu alcoolo, et il a une sorte de petite médaille, il a vu un premier prix à l'école, et elle lui offre une part de tarte aux fraises dans le 9e, à côté du musée de la vie romantique. Et ce petit gamin qu'on imagine, plutôt bien élevé, brillant, va se retrouver finalement condamné à mort pendant la guerre, où on lui demande de porter l'étoile jaune. La famille va devoir quitter Paris. Il va lui-même apparemment devoir se cacher dans un bois à un moment pour échapper aux Allemands. Ils vont quand même finalement par se retrouver tous cachés dans un village qui est pas très loin d'Oradour-sur-Glane. Donc on se dit ils ont eu aussi beaucoup de chance. Chose par ailleurs qu'on a découvert récemment, l'État français de l'époque a enlevé la nationalité française aux parents de Gainsbourg. Et ça, il l'a jamais su. Donc je pense qu'il y a une manière aussi, un clin d'œil à la peinture avec Gainsborough, mais une manière de tourner le dos à ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette manière en fait de ne jamais regarder en arrière. Toute cette mythologie russe qui est si riche et qui a pu inspirer les romans des Bashevis-Singer et qui sont par ailleurs des personnages très gainsbourgiens à leur manière. Lui, non, il y a rien. Et la seule mention sera sur cette chanson Yellow Star dans un album absolument hallucinant qui est quand même entièrement consacré à l'Allemagne nazie. Mais ça, ce sera bien plus tard. Christophe, quand
Quand est-ce que sort son premier disque, une fois que Jacques Canetti l'a signé, et quelle est la postérité de ce premier enregistrement et de quelques autres qui suivent? Alors déjà, il y a un deuxième personnage qui entre en jeu, qui lui est présenté par Canetti, qui est Alain Goraguer, parce qu'à l'époque, Gainsbourg, évidemment, il joue du piano, il a des chansons, mais c'est pas un arrangeur, et à l'époque, malgré tout, dans la chanson, il faut accompagner ça d'un arrangement musical assez fort. Dans son premier 25 cm, donc à l'époque, c'est pas tout à fait un album, c'est en 58, ça s'appelle Du chant à la une. Alors c'est une espèce de jeu de mots avec du sang à la une, il y a une espèce de couverture comme ça, un peu qui rappelle les romans noirs, et ça passe assez inaperçu, même s'il y a Le Poinçonneur des Lilas, qui a des chansons très fortes. Gainsbourg n'inspire pas quelque chose de très positif, donc les gens vont pas se ruer là-dessus. En revanche, lui pose vraiment les bases de ce qui va être la première partie de sa carrière, hein, de 58, de la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 60, où il va connaître un succès par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, mais en tout cas où ses chansons vont être diffusées à plus grande échelle. Ça va rester un chanteur qu'on appelle à l'époque un chanteur intellectuel pour les gens de la rive gauche. C'est un chansonnier, mais avec des textes trop sophistiqués, trop élaborés, aussi pétris de références littéraires. Comme l'a dit Pierre, c'est un grand lecteur, un admirateur de Stendhal, de plein de gens, et donc de Nerval, enfin tous ces poètes qu'il va adapter lui-même au début. C'est un des premiers à faire ça. Donc c'est vraiment un disque qui sort avec un seul brevet pour lui qui est très important, c'est que dans Le Canard enchaîné, Boris Vian fait une chronique assez dithyrambique de ce disque, juste avant de mourir d'une certaine manière, parce que Boris Vian mourra très peu de temps après. Mais Boris Vian reconnaît donc finalement celui qu'il a vu, qui a été son modèle, d'une certaine manière, le valide comme ça. Donc là, pour lui, c'est important. Mais en revanche, c'est quand même à quelqu'un d'ambitieux. Il n'a pas envie toujours de vivre comme son père, à faire des cachetons minables. Il a envie d'exister dans ce milieu de la chanson. Et comme il en écrit beaucoup, ses chansons sont pas connues par son intermédiaire. En revanche, elles sont chantées par d'autres gens qui ont une grande notoriété. Il y en a quelques-uns comme ça, bon, évidemment, donc les frères Jacques, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc Juliette Gréco qui va arriver. Et donc, il se retrouve quand même à être, sa musique et ses paroles vont plus loin que ses propres disques. Mais il va en enchaîner comme ça quelques-uns. Et surtout, ce qui est très important là-dedans, c'est la couleur musicale qu'amène Alain Goraguer, qui a le même âge que lui, hein, c'est pas quelqu'un de plus âgé, mais qui a une dextérité musicale, qui amène Gainsbourg dans des territoires que lui-même aimait beaucoup, le jazz, des musiques qu'on dirait à l'époque un peu exotiques, le mambo, la samba, mais avec des musiciens absolument extraordinaires, qui sont les musiciens de studio de l'époque, enregistrés dans des studios qui sont très performants finalement. Donc il a un son d'emblée qui est exceptionnel. Et ça, on le redécouvrira bien après, quand ça deviendra une vedette, et que là, on réécoutera ses premiers enregistrements. On se rend compte quand même, malgré tout, qu'il y a une qualité de sonore, d'enregistrement, et une qualité, évidemment, musicale, d'écriture. Alors après, il y aura toujours cette espèce de non-dit, de hiatus de Gainsbourg avec ses arrangeurs, et ça a vraiment commencé avec Alain Goraguer, c'est-à-dire qui faisait quoi. C'est sûr que Goraguer, qui est toujours vivant, ce qui est quand même un miracle, hein, mais qui est toujours vivant, il a jamais vraiment réclamé sa part du gâteau. Mais malgré tout, on sait très bien que dans la co-composition de certains morceaux, Goraguer n'y est pas pour rien. C'est-à-dire que Gainsbourg a toujours voulu finalement, alors avec Vanier, comme qui avait un sale caractère, il a été obligé de céder un peu du lest. Mais c'est vrai qu'il a toujours revendiqué la part de composition des morceaux, alors que la plupart du temps, les arrangeurs amenaient quelque chose qui transformait le morceau. Gainsbourg était assez doué pour, évidemment, écrire des textes, écrire des mélodies. C'était pas un arrangeur, c'était pas un orchestrateur. Tous les gens qui ont finalement fabriqué le génie de Gainsbourg autour de lui sont des gens qui étaient des gens de l'ombre, mais c'est le cas de beaucoup d'auteurs-compositeurs de l'époque ou d'interprètes. Ils étaient rarement doués pour les arrangements. Mais Gainsbourg, c'est peut-être celui qui a été le plus vampire de tous, parce que, à la fois vampire, parce qu'il a vampirisé beaucoup de choses autour de lui, beaucoup de musique, il a certaines déclarées, d'autres beaucoup moins, et du coup, c'est quelqu'un qui s'est forgé un style en allant piquer plein de choses à droite à gauche, mais en les rendant assez sublimes. Donc c'est ça aussi qui fait son génie,
c'est d'être un voleur de génie aussi. C'est un peu ça. C'est ce qui lui permet aussi d'évoluer dès les premières années, finalement, ce vampirisme, de passer d'un album comme Gainsbourg Confidentiel, ensuite à Percussion, et ensuite d'aller vers l'Angleterre. C'est-à-dire qu'il va très très vite parce qu'il a envie de réussir et il essaye des formules très différentes. Alors, les premiers albums sont sensiblement dans la même couleur. En plus, il arrive à une époque où, a priori, le monde est quand même en train de bouger. Il y a la nouvelle vague en France. Son style a inspiré un peu du polar américain, ces ambiances-là, un peu de jazz et tout ça. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans les films de la nouvelle vague. Donc, il est synchrone avec quelque chose qui est dans l'air du temps. Sauf que, le public va pas vers lui forcément dans les premières années. Et puis, plus tard, comme voyant que ça ne fonctionne pas, il va chercher d'autres formules. Alors, une formule très radicale avec Gainsbourg Confidentiel. Bon, s'il l'appelle confidentiel, c'est qu'il sait qu'a priori, ça va pas être un hit. Mais là, il est dans un trio. Vraiment, là, c'est lui avec un guitariste et un contrebassiste. Il n'y a pas de rythme. Donc là, c'est quand même une formule, c'est presque une formule adulte. C'est son premier 30 cm, là, pour le coup. C'est un disque magnifique, mais qui évidemment ne rencontre pas de public. Alors qu'on est à une époque où là, l'explosion a commencé puisque le premier titre de Gainsbourg Confidentiel s'appelle Chez les Yéyés. Donc on est déjà dans l'époque Salut les copains et donc a priori lui il se sent déjà un peu vieux parce qu'il a 35 ans et qu'il sait très bien que les gens qui ont 18 ans forcément ont plus de chance que lui. Mais après ça, il va y avoir un autre album qui s'appelle Gainsbourg Percussion, où là, c'est carrément du vol à main armée sur un musicien nigérian qui en plus est très connu, Balatunji, qui a fait un disque qui a inspiré à la fois John Coltrane, Martin Luther King. Tout le monde se revendique de ce disque de percussion africaine formidable, mais lui, il sait pas que c'est un tube. C'est-à-dire que, en plus, l'ironie du sort, c'est que c'est par l'intermédiaire de Claude Dejac, qui est donc un arrangeur. C'est Guy Béard qui a fait passer ce disque à Claude Dejac. Et qui, donc, Guy Béard, qui des années plus tard se battra comme ça avec Gainsbourg sur l'histoire de l'art majeur et l'art mineur, c'est lui, finalement, qui a fait que Gainsbourg a fait son premier larcin vraiment impardonnable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on écoute ça, quand on écoute les deux disques l'un après l'autre, voilà, il n'y a pas photo, c'est du plagiat pur et simple, avec Alain Goraguer en complice, quoi. Et donc ça, c'est pas, parce qu'en plus, dans ce disque, il n'y a pas seulement Balatunji, il y a aussi Myriam Makeba, qui est aussi pillée sur le morceau qui s'appelle Pauvre Lola. Et là, il a l'impression d'avoir trouvé une formule qui va marcher, et ça marche pas non plus. Et là, c'est 64, 65. Et donc, parce qu'il a fait une première incursion à Londres, parce que comme quoi il était quand même très visionnaire un peu, au fait, en tout cas, d'aller là où ça se passait. Et ça n'a pas très bien marché, mais il est revenu quand même de Londres avec un trésor dans son tiroir qui est la javanaise, qu'il a commencé à chanter lui-même et qui puis après sera chantée par Juliette Gréco et deviendra une chanson plus exposée, mais encore une fois pas un tube, pas quelque chose qui passe à la radio, quoi. Donc c'est une chanson qui l'accompagne quand même durant toute sa carrière. Voilà, ça c'est un peu son talisman. Il est arrivé. En plus, c'est une chanson. Aujourd'hui, on la connaît. Elle paraît limpide, mais quand on écoute le texte, on comprend rien. Et c'est pas pour rien. Ça s'appelle la javanaise pour ça, parce qu'à l'époque, on disait parler le javanais, c'était rajouter des mots à la fin des phrases. Enfin, il y avait un espèce de truc. Cette chanson est quand même très cryptée, quoi. Et donc là, il commence, alors là, on est vraiment dans la période de 63, 64, 65, où là, il distribue les chansons au tout venant. C'est-à-dire que tout le monde chante du Gainsbourg. Il y a tout le moindre petit interprète qui passe, il se retrouve à chanter du Gainsbourg. Et donc là, pour le coup, sa notoriété d'auteur-compositeur, et notamment d'auteur, elle est acquise. Mais Gainsbourg n'étant pas un personnage voué à rester dans l'ombre, ce qu'il veut, c'est arriver dans la lumière avec quelque chose qui frappe fort. C'est-à-dire que tout le monde n'entende, pas seulement les gens qui vont dans les cabarets de la rive gauche ou qui achètent des disques. Il veut que ça passe sur les radios. Et ça, il va le réussir en 65 avec France Gall, avec Poupée de cire. En vous écoutant tous les deux, Christophe et juste après il y avait Pierre,
ce qui me frappe, c'est que j'ai toujours eu une idée comme ça, une comparaison de Gainsbourg, qui on reprocherait la même chose que ce qu'on a pu reprocher à David Bowie, c'est d'être une sorte d'éternel caméléon, puisqu'on parlait justement d'un pont avec l'Angleterre, de quelqu'un qui vampiriserait beaucoup, tu l'as dit Christophe, notamment à travers ses arrangeurs, pour sans cesse se réinventer. Mais j'avais jamais fait, pour moi la question c'était par exemple un parallèle avec Bowie, c'est-à-dire je restais dans un spectre purement musical. Mais en t'écoutant Pierre, c'est-à-dire en ayant tout à coup presque une version psychologique de Gainsbourg, de quelqu'un qui efface son passé, qui est sans passé, qui du coup ne peut que muter, changer de peau, a plutôt intérêt de continuer de se fuir lui-même à travers d'autres incarnations. Je vois là, une porte d'entrée psychanalytique au rabais, peut-être qu'on s'en rendra, mais en tout cas, voilà, un début d'explication à ce qui est quand même, c'est rare dans la musique. Effectivement, il y a eu Bowie, il y a Gainsbourg, de gens qui se fuient eux-mêmes sans arrêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'il gomme effectivement son histoire. Et c'est quelqu'un aussi finalement qui a pas de jeunesse, parce que comme tu le disais, Christophe, il y a les yéyés qui arrivent, qui sont en fait la naissance de la jeunesse telle que va le marketer la presse, telle que la publicité, etc. L'idée de la jeunesse, elle naît à ce moment-là, et Gainsbourg, finalement, il l'a pas eu. Et c'est quelqu'un qui vient du spectacle vivant, c'est les cabarets où il se produit. Et il y a là, tout d'un coup, cette explosion de l'industrie du disque, il y a les concours, les radiocrochets, l'Eurovision, qui était probablement impensable en, 1935, quand il était derrière son père dans un hôtel au bord de l'eau. Et c'est quelqu'un, finalement, il n'y a pas eu de jeunesse non plus. Donc c'est pas un baby boomer, quoi. C'est ça. Il est né en 1928. Il est pas né en 42 ou en 45 comme la plupart des chanteurs qui vont exploser au début des années 60. Johnny, quand il fait son premier 45 tours, il a 17 ans. Gainsbourg, il a déjà 32 ans, 33 ans quand toute cette jeunesse arrive. Donc lui, forcément, à l'époque, c'est un vieux déjà. Et puis en plus, même physiquement, il a pas le physique de quelqu'un. C'est un jeune premier. Oui. Voilà, c'est pas un jeune premier. Donc du coup, il est effectivement dans cette frustration très forte. Parce qu'on le voit très bien, Gainsbourg évoluant, toute sa vie a voulu plaire aux jeunes. Il a voulu plaire, il en avait rien à foutre de plaire aux critiques. Ce qu'il voulait, c'est toucher les jeunes. Quand il fera la Marseillaise, quand il fera tous ses albums, les albums des années 80, quand il fera les chansons pour les autres, ce sera toujours dans l'espoir, jusqu'à Vanessa Paradis, de toucher les jeunes, c'est-à-dire d'être vraiment au contact de ce qui lui plaît, c'est-à-dire d'être populaire, de pas être un chanteur réservé à une élite, parce qu'il y a ce désir presque, et probablement lié à sa jeunesse, lié à cette frustration initiale, qui est d'être populaire, d'être quelqu'un qu'on reconnaît, et c'est pour ça qu'il sera autant un people et autant quelqu'un qui ira au contact des autres, dans la rue de manière presque caricaturale parfois, et c'est ce qui le rend aussi à terme assez sympathique, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça qui se murent dans une espèce de tour d'ivoire. Lui, ça a jamais été vraiment ça. Enfin, il y a des milliers d'anecdotes sur Gainsbourg dans la rue, ou des gens qui le croisent, qui payent des coups. Enfin, c'est vraiment un truc. Donc tout ça, je pense que vraiment cet abcès qu'il y avait en lui, et qui a vraiment qui a été crevé par cette réussite de Poupée de cire, Poupée de son, parce qu'on se rend pas compte, mais à l'époque, c'est 3 millions de 45 tours, c'est des versions dans le monde entier, donc ça veut dire qu'il est connu d'un coup par des gens qui n'en avaient jamais entendu parler. Et finalement, soit France Gall, puis Brigitte Bardot et Jane Birkin, finalement, ce sont aussi ces femmes-là qui sont dans une autre génération que la sienne, mais avec lesquelles il va travailler, qui vont le sortir aussi de ses premières années. Alors oui, et qui l'emmènent vers le second pan de sa carrière. Ça, c'est le deuxième effet de cette notoriété-là, c'est que les chansons qu'il écrivait auparavant pour les autres, là maintenant, il va les écrire sur mesure pour des gens qui vont aller le voir. Alors, évidemment, il y a les grandes vedettes, mais Bardot étant la plus grande, mais il avait déjà écrit pour Bardot à l'époque, l'appareil à sous et tout ça, qui n'étaient pas des morceaux qui avaient forcément marché, mais après, à partir du moment où il est lui-même une vedette, avec Bardot, donc forcément, ça fait un cocktail explosif. Et puis bon, forcément, Jane Birkin, mais il y en a beaucoup d'autres. À l'époque, il écrit pour tout le monde, mais pour des gens vraiment assez anonymes. Finalement, quand on regarde la liste des interprètes de Gainsbourg dans les années 60, il y a des gens qui ont vraiment fait 45 tours, des filles ou des garçons. Alors après, c'est pas les mêmes chansons qu'il écrit pour les uns ou pour les autres. Quand c'est
Robert Farrell, Les Petits Boudins, enfin, c'est quand même pas très glorieux. Quand il écrit pour les femmes, d'un coup, il a aussi ce côté de vouloir les séduire, de vouloir aussi faire des belles choses, parce qu'il y a ce côté-là, il y a ce côté, on arrive et puis sur Bardot, c'est quand même évident, quoi. Il fait du sur-mesure, il fait des choses assez belles ou des choses qui sont beaucoup dans l'air du temps aussi, mais avec beaucoup de style, quoi. Et là, pour le coup, on n'est plus dans les chansons à la chaîne qu'il pouvait écrire jusqu'ici. Et finalement, quand la version qu'il chante avec Bardot de Je t'aime moi non plus ne sort pas et que c'est Jane Birkin qui l'interprète, c'est aussi la fin de cette première trajectoire. Oui, alors après, c'est un accident malheureux. C'est vrai que la chanson « Je t'aime moi non plus », elle était enregistrée. À l'époque, Bardot était avec un homme très jaloux et qui avait raison de l'être apparemment. Et au dernier moment, la chanson n'est pas sortie. Mais l'enregistrement lui-même, paraît-il, a été quand même assez torride. Donc c'était à la fois pour lui et pour elle une sorte de frustration. C'était aussi la fin de leur histoire un peu cachée, qui n'était plus vraiment, mais en tout cas qui, pour le coup, a échoué, leur histoire d'amour. Et après, il va être assez grand prince, qui va écrire Initials BB, enfin, qui est un morceau absolument sublime. Donc, il a écrit quand même des choses pour Bardot. Et à ce moment-là, effectivement, arrive Jane Birkin, qui, pour le coup, a un profil totalement différent de celui de Brigitte Bardot, qui est une jeune nymphette venue d'Angleterre, qui parle à peine français, qui a pour elle d'avoir été mariée avec John Barry. Donc là, d'un coup, ça devient quelque chose d'assez étrange, quoi. Mais en tout cas, elle est très jeune, elle sait pas vraiment chanter, elle est comédienne de pas grand-chose, quoi. Et c'est lui, là, pour le coup, il va vraiment la fabriquer, quoi. Même si elle va le fabriquer lui aussi en retour, c'est une autre histoire. Eh bien, merci pour tous ces éclairages. On s'arrête avec l'arrivée de Jane Birkin dans la vie de Serge Gainsbourg. Et on en reparle dans notre prochain épisode. C'était un épisode de Gainsbourg Icône, une série de podcasts de Vanity Fair consacrée à Serge Gainsbourg. Vous retrouverez les autres épisodes sur nos réseaux sociaux, notre site, nos newsletters et partout où l'on écoute des podcasts. N'hésitez pas à partager.